Salut, c'est Bruno. Alors, dans cette vidéo, on va encore parler de freelancing et on va parler de client idéal et de positionnement. Alors, le freelance, comme n'importe quelle entreprise, il ne doit pas cibler tout le monde. En fait, il doit avoir une cible marketing précise à laquelle il saura parler de manière spécifique et résoudre les problèmes de manière spécifique. C'est les bases du marketing. Okay. Donc, le meilleur moyen de définir votre client idéal, c'est d'analyser vos données historiques. Un peu comme quand vous allez dans un compte publicitaire, avant de lancer des nouvelles campagnes, c'est toujours intéressant d'aller regarder ce qui a marché dans le passé. Là, vous allez faire pareil avec vos clients. Donc ce que je vous recommande, c'est de catégoriser vos clients actuels et passés et de voir un petit peu la rentabilité que vous avez eue avec eux. Et ça vous dira rapidement avec quel type de client vous avez le mieux gagné votre vie. Et à partir du moment où vous avez trouvé ce type de client, on peut dire que vous pouvez en faire votre client idéal, puisque c'est le client le plus rentable, la typologie de client la plus rentable que vous avez eue, autant en avoir plus comme celui-là, donc ça devient votre client idéal. Une fois que votre client idéal il est défini, vous allez devoir adapter votre communication et vos supports pour vous positionner spécifiquement vis-à-vis de ce client idéal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que vous savez que vous vous adressez par exemple aux entreprises immobilières, alors évidemment quand on arrive sur votre page de vente, quelqu'un qui est dans un domaine immobilier, il doit tout de suite se sentir à l'aise et se dire « Ouais, lui, c'est un spécialiste de mon domaine. Lui, il est très pertinent pour moi. Okay ?» Comme dans tous les compartiments de votre entreprise ou de votre vie, vous devez mesurer, analyser et, si nécessaire, pivoter. Votre client idéal d'aujourd'hui pourrait ne pas être celui de demain. Donc voilà les grands points qu'on va aborder dans cette vidéo. Et maintenant, rentrons dans le détail de chacun d'entre eux. Alors, pourquoi définir un client idéal? Déjà, si vous n'avez pas de client idéal, ça veut dire que vous essayez de cibler tout le monde. Mais cibler tout le monde, c'est cibler personne. Imaginons que vous deviez acheter des chaussures de randonnée techniques. Chez qui vous allez aller? Est-ce que vous allez aller chez le vendeur généraliste qui vend toutes les chaussures qui existent, mais aussi des chaussures de sport? Ou est-ce que vous allez aller chez un vendeur spécialisé qui va vendre que de la chaussure de randonnée? Eh bien, si vous êtes comme la plupart des gens, vous allez aller chez le spécialiste. Vous saurez, ou en tout cas vous présumerez, que vous aurez de meilleurs conseils, plus de choix et dans l'ensemble un meilleur service. Dans un marché saturé et concurrentiel, la stratégie de niche a une pertinence qui n'est plus à démontrer. Vous devez choisir votre niche parmi plusieurs variables, qui peuvent être par exemple la zone géographique, le domaine d'activité, le type d'entreprise, le modèle d'affaires, le niveau de budget, etc., etc. La liste là, elle n'est pas exhaustive. Mais vous voyez, c'est clair que si vous avez un besoin bien particulier, vous allez préférer aller vers des gens qui semblent spécialistes par rapport à votre situation, plutôt que d'aller chez un généraliste. Okay? Et bien là, c'est pareil pour vous dans le business. Par exemple, si vous visez des entreprises, je dis n'importe quoi, mais dans l'immobilier, eh bien, évidemment, il faudra, par exemple, que vous produisiez du contenu lié à de la gestion de campagne dans l'immobilier. Il faudra que dès votre page, tout de suite, on comprenne que vous vous adressez en priorité aux gens qui sont dans l'immobilier. Votre profil LinkedIn, c'est pareil. Il faudra que vous disiez que vous êtes spécialiste en campagne publicitaire pour les entreprises dans l'immobilier. Tout ça, c'est voilà, un positionnement qui va matcher un client idéal. Donc, le client idéal, il est extrêmement important. Comment on va définir son client idéal? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous êtes lancé depuis quelque temps et vous avez déjà des clients. Donc ça, c'est un avantage. Ça veut dire que vous avez des données historiques. L'analyse de ces données historiques, ça va vous permettre de définir un client idéal de manière data-driven, c'est-à-dire vous allez regarder vos données historiques, notamment de rentabilité et de facturation, et vous allez pouvoir ensuite analyser le taux horaire par client, classer par rentabilité décroissante. Donc là, vous prenez le top 5 ou le top 10, et puis vous allez les catégoriser par des variables autres. Vous commencez par mettre les chiffres de facturation ou de rentabilité. Rentabilité, c'est encore mieux. Vous mettez ça dans un ordre décroissant. Donc au-dessus, vous avez les clients passés qui ont été les plus rentables pour vous. Puis ensuite, vous allez commencer à les catégoriser. Donc lui, il était dans le secteur immobilier, il faisait de la génération de prospects, c'était une entreprise d'une taille moyenne, il était en région parisienne. Vous voyez, donc vous commencez avec les variables que je vous ai proposées précédemment, zone géographique, domaine d'activité, type d'entreprise, modèle d'affaires, niveau de budget, etc. Vous allez catégoriser
les clients historiques les plus rentables. Une fois que vous avez fait ce travail, donc vous faites un peu les comptes, et puis vous regardez ce qui revient le plus. Si vous n'avez pas de chance, c'est que des entreprises différentes, et si vous avez de la chance, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a un profil d'entreprise qui revient 2-3 fois là, dans les données historiques, qui est parmi les plus rentables. Par exemple, les PME dans le domaine immobilier en région parisienne spécialisées dans les biens haut de gamme. Vous voyez, ça, potentiellement, là, vous avez un créneau, vous avez un positionnement, vous avez un client idéal qui est précis. Donc vous pourrez alors développer une offre spécifique et un positionnement spécifique pour ce type de client bien particulier. Ça, c'est vraiment trouver votre client idéal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de données historiques? C'est sûr que c'est évident si vous avez déjà une activité antérieure avec quelques clients et que du coup vous pouvez faire ce travail, mais si vous êtes nouveau, vous n'avez pas de données historiques, et donc là, il y a 2 cas de figure. Numéro 1, vous avez déjà des clients, mais vous n'avez jamais mesuré votre rentabilité. Vous n'avez pas de système de time tracking, et donc vous n'avez absolument aucune idée de qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc dans ce cas-là, vous allez commencer à traquer votre temps, à consigner vos heures de travail par client au minimum, et par tâche, c'est optionnel mais c'est intéressant. Et au bout de 2-3 mois, vous aurez suffisamment de données pour appliquer ce que je viens de vous expliquer dans la slide d'avant. Donc en fait, vous allez vous constituer vos données historiques, et puis dans 3 mois, vous allez analyser vos données historiques, comme vous l'auriez fait si vous avez déjà ces données historiques dès le départ. Ensuite, cas numéro 2, donc vous vous lancez, donc là évidemment vous n'avez aucune donnée historique, vous êtes tout nouveau, vous êtes freelance tout jeune, et donc dans ce cas, il va falloir prendre plus ou moins tout ce qui vient. On choisit quand même les clients en fonction de certains critères, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Notamment, il faut qu'il ait au moins les moyens de vous payer ce que vous devez facturer pour vivre correctement. Je vous invite vraiment à revoir la vidéo numéro 1 de la série sur comment fixer ses prix quand on est freelance, pour avoir plus de détails là-dessus. Donc l'idée, voilà, vous sortez de la zone d'insécurité financière le plus vite possible. Prenons le bon réflexe dès le départ de traquer votre temps. Ça, vraiment, pour chaque freelance, j'aimerais vous inviter, dès que vous voulez vous lancer en freelance, si vous êtes freelance déjà aujourd'hui, pensez à prendre un système de time tracking et time-sheeter le temps que vous passez pour chaque client. C'est hyper important, sinon vous n'avez pas la possibilité de connaître votre rentabilité et votre taux horaire réel. Donc ça, c'est hyper important. Au bout de 3 à 6 mois, ça va dépendre du rythme auquel vous obtenez des nouveaux clients, vous aurez suffisamment de données pour appliquer le processus qu'on a vu dans la slide précédente. J'espère que c'est clair. En gros, pour définir votre client idéal, vous vous basez sur les données, et ces données, vous les obtenez grâce au time tracking. Soit vous traquez votre temps déjà depuis un moment, mais vous n'avez jamais fait ce travail de savoir finalement classer vos clients par rentabilité, puis essayer de comprendre les motifs et de voir quelles sont les entreprises les plus rentables pour vous. Là, c'est le cas idéal. Ou alors, vous êtes déjà freelance, vous n'avez jamais traqué votre temps, mettez-le en place dès maintenant, et puis regardez un peu la rentabilité de vos clients actuels et catégorisez-les. Ou alors vous vous lancez, prenez le bon réflexe dès le départ, tout de suite vous traquez votre temps, et dans 3 à 6 mois, vous pourrez faire ce travail-là également. Alors, une fois qu'on a déterminé le client idéal, il va falloir créer un positionnement et l'utiliser dans toute votre communication. Alors, le positionnement, c'est en quelque sorte l'image que vous renvoyez à vos clients potentiels. Le positionnement et le client idéal sont 2 notions très liées. On se positionne pour plaire spécifiquement à un client idéal et répondre mieux que quiconque à ses problématiques spécifiques à lui. Donc, une fois que vous comprenez qui est votre client idéal, vous devez lui montrer, il doit ressentir que vous vous adressez à lui plus qu'à n'importe qui d'autre, que vous êtes la réponse, le spécialiste qui va l'aider à dépasser ses problèmes. Donc, le positionnement, il se crée à travers tous vos supports de communication, mais pas seulement, ça passe aussi par le contenu, par votre apparence, votre manière de parler, les mots que vous allez utiliser. Si vous vous rappelez un petit peu ce que je disais dans la vidéo précédente, le jargon d'une industrie. Si vous connaissez les mots très spécifiques que seuls les gens de cette industrie connaissent et utilisent, alors vous passez pour l'un des leurs, et par conséquent, vous êtes plus pertinent, et plus vous êtes pertinent, plus le client potentiel a envie de bosser avec vous, plutôt que les autres qui sont génériques et qui ne sont pas plus pertinents que ça. Pas plus, pas moins. Mais vous, avec le jargon, avec le fait que vous communiquiez très clairement que vous avez de l'expérience dans ce domaine d'activité, que vous avez déjà des clients, que vous avez une offre sur mesure, que vous connaissez les mots-clés qui marchent ou les ciblages qui marchent, que vous avez des landing pages qui convertissent à plus de 15% dans ce domaine d'activité. Vous voyez, il y a plein de manières de pouvoir dire ça, soit sur votre page de vente, soit à travers du contenu.
Tout ça, évidemment, c'est très générique ce que je vous dis là. Dans l'accélérateur, tout ça, il y a des exemples et je vous montre précisément. Mais j'espère qu'au moins vous comprenez le concept, c'est très important. Donc pour reprendre l'exemple, votre positionnement va faire de vous un vendeur spécialisé en chaussures de randonnée plutôt qu'un vendeur généraliste. Pour pouvoir se positionner correctement, vous devrez étudier votre cible, donc ça commence par lui parler, d'accord ? Comprendre un domaine d'activité, comprendre un marché, ça se fait pas derrière un écran. Vous devez parler aux gens qui constituent ce marché, vous devez comprendre leurs problématiques, vous devez comprendre les mots qu'ils utilisent, les questions qui se posent. Vraiment, vous devez faire un vrai travail de recherche de marché. Donc comprendre ces problématiques spécifiques, son vocabulaire, et vous en servir pour vous démarquer des concurrents généralistes qui n'ont pas de positionnement ni d'offres spécifiques. Mesurer, tester et si besoin pivoter. Donc comme tous les compartiments de votre entreprise, ça c'est très important ce que je dis là, vous devez adopter une démarche scientifique. Hypothèse, si l'hypothèse elle est basée sur de la donnée, c'est encore mieux. On fait une expérience, on mesure les résultats de l'expérience. Grâce à cette mesure, on va pouvoir en tirer des apprentissages et se dire bah oui, l'hypothèse était juste et ça marche, non, l'hypothèse était fausse et ça marche pas, et on va pouvoir s'adapter ou pivoter, peu importe comment vous appelez ça. Donc une démarche scientifique où dans tous les compartiments de l'entreprise, on va mettre ça en place. C'est un peu ce que je vous expliquais, qu'on a fait nous-mêmes avec Blaise. On teste sur les offres, on teste, vous voyez, nos outils de productivité, on les a testés, itérés, montrés à plein de gens, etc. Notre méthode, on est tout le temps en train de l'itérer, c'est pour ça aussi qu'on met à jour régulièrement la formation, parce qu'on est sans cesse en train d'apprendre et de s'adapter aussi, et ce, dans tous les domaines. Les contenus, comment on fait la promotion du contenu, quel type d'offre, quel type d'entreprise, on est sans cesse en train de tester, vous devez prendre, ça devient une vision du monde, un schéma mental. Je vous ai parlé déjà du schéma mental 20-80, je vous ai parlé du schéma mental impact, bah ça c'en est un troisième. Vous devez avoir une démarche de test, j'apprends, j'itère. Donc le positionnement et le client idéal, ça fait pas exception. Donc appliquons le framework ci-dessus à notre client idéal. Hypothèse, mon client idéal, c'est les sites e-commerce dans le domaine de la santé au naturel. Je le sais parce que j'ai eu 2 clients dans ce domaine. La valeur que j'amène aux clients est maximum parce que ce sujet me passionne et ma rentabilité est supérieure à celle des autres clients. Donc voilà, j'ai une hypothèse, j'ai analysé mes données, je vois que j'ai 2 e-commerce dans la santé au naturel, que c'est des clients très rentables, donc j'ai envie d'en faire mon client idéal et de m'adresser avant tout à ce type de client-là. Ça ne veut pas dire que je ne m'adresse pas aux autres, et ça ne veut pas dire que des clients dans d'autres domaines d'activité ne vont pas me contacter. C'est pas parce que je dis que je suis spécialiste dans la santé au naturel qu'il n'y en a pas d'autres qui n'ont rien à voir avec la santé au naturel qui vont me contacter. Ça, c'est pareil, c'est un piège très important. On a peur que si on se niche trop, on se ferme trop de portes et qu'on n'ait pas de volume. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Nous, on est quand même assez restrictif sur notre page de vente. On dit, voilà, les e-commerce, pur e-commerçants, c'est pas notre truc. Si vous n'avez pas fait 500 000 € de chiffre d'affaires l'an passé, ça marchera pas. Si vous dépensez pas au moins 3 000 € sur Google par mois, ça marchera pas. Je vous garantis que des demandes, j'en reçois plein qui ne correspondent pas du tout à ce profil-là. Et c'est OK. Parce que, justement, nous, en faisant de la spécificité, on a peur de se fermer des portes. Dans les faits, ça vous fermera aucune porte, les gens continueront de vous contacter peu importe d'où ils viennent. Par contre, les gens qui sont dans la cible que vous définissez, eux, ils voudront bosser avec vous. Je sais que c'est contre-intuitif et que c'est très bizarre, mais je vous garantis que c'est la vérité. Bref, continuons. Donc mon hypothèse, c'est ce type de client. Expérience, je vais désormais me positionner spécifiquement auprès de cette cible. Donc ça veut dire que je vais faire une page spécifique qui dit que je parle à ces clients-là. Les prochains contenus que je vais les faire sur des clients, des typologies comme ça. Je vais développer mon réseau auprès de gens qui travaillent dans cette industrie-là et qui font du e-commerce. Vous voyez, j'adapte mes actions. Donc mesure, j'ai acquis 2 nouveaux clients dans cette niche. La valeur que j'amène et ma rentabilité sont-elles similaires à ce que j'avais avant? Apprentissage, oui, c'est toujours top, ou alors, non, c'est moins bon. Ok. Et puis, adaptation, donc, soit, oui, c'est toujours aussi bien, et alors je conserve et renforce mon positionnement auprès de ces entreprises, donc produire davantage de contenu pour ces clients spécifiques, tester des nouvelles offres qui adressent toujours mieux ces clients, investir toujours plus dans la compréhension de ce type de clients en échangeant avec eux, etc. Donc là, j'ai vérifié mon hypothèse, ce type de client, c'est vraiment mon client idéal, ça marche très bien pour moi et j'en veux plus. Ou alors, au contraire, non, finalement, non, c'est bizarre, c'est pas rentable, ça marche pas. Dans ce cas-là, je m'adapte autrement. Donc avant de vouloir changer de niche,
vérifiez que le problème, ça vient pas de vous ou d'un test que vous avez fait. Par exemple, un test sur votre offre, vous avez une mauvaise offre, elle marche moins bien. Donc avant de dire bah non, c'est pas mon client idéal, vérifiez quand même que avec des offres comme vous faisiez avant, finalement ça reviendrait pas. Le test c'est bien, mais il faut faire attention de ne pas tester trop de trucs en même temps, parce que sinon vous savez pas ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc faites attention. Creusez aussi au niveau des clients. Est-ce que vous avez vraiment pris des clients similaires ou est-ce que finalement il y avait certaines variables qui étaient différentes? Dans ce cas, vous pourriez nicher encore plus. Si rien de tout ça ne vous donne de piste, alors vous pourriez tester une nouvelle niche, par exemple la deuxième qui était la plus intéressante quand vous avez fait l'analyse initiale. Rappelez-vous, l'analyse initiale c'est quoi? C'est je regarde mes données historiques de facturation, de rentabilité pour les clients que j'ai, et je les ai triés par rentabilité. Et puis j'ai commencé par le premier, le plus rentable. Bah peut-être que, ok, si finalement j'ai testé ça et ça marche pas, c'est pas la fin du monde. En fait, on a le droit d'échouer et il n'y a pas de problème à échouer puisqu'on a appris quelque chose et on va pivoter en fait. C'est pas la fin du monde un échec. Et donc on va aller prendre le deuxième plus rentable du domaine. Peut-être que cette fois c'est des entreprises dans l'immobilier, alors qu'avant c'était des e-commerce de santé au naturel. Et on va tester exactement la même chose pour l'immobilier. Vous voyez, on teste. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, petite parenthèse sur notre formation l'accélérateur, donc la formation dans laquelle on vous apprend aussi à commencer à traquer votre temps, à traquer par client, si possible par tâche aussi. Ainsi, ça va vous permettre de calculer votre rentabilité réelle par client, ça va vous permettre de déterminer qui est votre client idéal, sur la base de la méthode telle qu'on l'a vu dans cette vidéo. Ça va vous permettre de faire de l'optimisation de votre portefeuille client quand le moment sera venu, comme on en a parlé. Ça vous permettra de vous fixer vos objectifs de taux horaire pour chaque trimestre et de les faire monter au fur et à mesure. On vous expliquera également comment vous positionner, comment vous différencier auprès d'une audience cible bien précise, votre client idéal. Une fois qu'on l'a détecté, ensuite on se positionne vraiment pour plaire à ce client idéal. On vous donne un template de page pour vous, un template de page de vente avec plein de trous et plein de variables possibles. Donc vous allez pouvoir vous constituer une page vraiment qui vend et qui va vous différencier sur la base de qui est votre client idéal et de vos forces et vos faiblesses. Donc tout ça, c'est vu en détail. On va étudier aussi à travers plusieurs exemples le positionnement de plusieurs entreprises, le positionnement de plusieurs freelances. On va essayer de voir comment ils se positionnent à travers leurs différents contenus, à travers leurs différentes manières de communiquer. On passe en revue les pages et plaquettes des élèves qui sont volontaires, donc on leur fait des recommandations personnalisées. Et puis pour ceux qui sont OK, on va filmer ça et ça devient une base de connaissances pour l'ensemble des élèves. Finalement, on apprend les uns des autres grâce à une critique constructive des pages, des plaquettes commerciales que font les différents élèves sur la base de leur client idéal et du positionnement qu'ils veulent avoir. Enfin, la plus grande valeur de la formation l'accélérateur, alors évidemment, outre du contenu qui est théorique très détaillé, plus détaillé évidemment que ce qu'on peut voir dans ces vidéos qui sont gratuites, c'est surtout un maximum de cas concrets, d'exemples, de cas qui vont venir illustrer, qui vont vous permettre de comprendre la théorie à l'intérieur de plusieurs situations différentes, de manière à ce que vraiment ce soit très très clair pour vous. Et puis il y a aussi la communauté WhatsApp sur laquelle on est désormais environ 150 et avec qui on va donc échanger quotidiennement. On va se partager de la veille, on va se partager des prospects, on va se partager des conseils, on va parler lifestyle. Nous, avec Blaise, on est là bien évidemment pour répondre à toutes vos questions, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où vous pouvez poser vos questions et où vous êtes sûr d'avoir une réponse qui est fiable. Et au-delà de savoir, d'avoir cette certitude-là, en plus vous l'avez rapidement. Donc c'est vrai que ça, c'est une vraie valeur ajoutée que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. Et finalement, je conclurai en disant que voilà, quand vous êtes dans l'accélérateur, c'est pas seulement une formation où vous regardez des vidéos, où c'est impersonnel, où vous êtes tout seul derrière votre écran. Non, il y a beaucoup plus que ça. Il y a cette communauté dans laquelle vous êtes accompagné au quotidien, on échange tous les jours et vous êtes avec à peu près 150 professionnels qui font le même métier que vous et qui sont là au quotidien. Je fais plus beaucoup de témoignages en vidéo, j'en avais fait beaucoup il y a un an maintenant quand on lançait l'accélérateur. Pour autant, on a des nouveaux élèves qui s'inscrivent chaque mois et on a des petits messages sympas très régulièrement, donc je voulais vous en partager un dans cette vidéo. Finalement, vous voyez ici un élève qui dit « Oui, j'ai le mindset qu'il faut, je me donne les moyens. Premier objectif que je voulais atteindre depuis un bon moment maintenant, c'était de déménager. Step by step, le travail et la persévérance. Bonne soirée tout le monde. » Donc voilà, finalement, il a atteint déjà son premier objectif, il a rentré des clients, il facture,
il sort de la zone d'insécurité et ça lui permet de déménager, qui était le premier gros objectif qu'il avait une fois qu'il serait freelance, que ça commencerait à marcher et pouvoir déménager et se mettre beaucoup mieux dans un endroit où il se sent mieux. Maintenant, on en arrive à la fin de cette vidéo. Résumons un petit peu ce qu'on a vu. Donc, le freelance, comme n'importe quelle entreprise, il ne doit pas cibler tout le monde, puisque quand on cible tout le monde, on cible personne. Il doit avoir une cible marketing spécifique à laquelle il saura parler de manière tout aussi spécifique et résoudre les problèmes de manière tout aussi spécifique. C'est les bases du marketing. Le meilleur moyen de définir votre client idéal, c'est d'analyser vos données historiques, vos données de rentabilité, comme on l'a vu. Vous catégorisez vos clients actuels et passés, et les données de rentabilité vous diront rapidement avec quel client vous avez le mieux gagné votre vie. Et par rapport à ça, le client avec qui vous avez le mieux gagné votre vie, ça pourrait donc devenir votre client idéal. Vous en faites une hypothèse, vous testez ça. Donc une fois que vous avez votre client idéal qui a été défini sur la base des données historiques, vous allez pouvoir adapter votre communication, vos supports et vous positionner spécifiquement vis-à-vis de ce client idéal. Comme dans tous les compartiments de votre entreprise, voire de votre vie, vous devez mesurer, analyser et si nécessaire pivoter. Votre client idéal d'aujourd'hui pourrait ne pas être celui de demain et c'est pas grave, vous vous basez sur les données pour optimiser toujours plus et vous adapter à ce qui semble marcher. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous voulez plus de contenu comme celui-là, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne vous ont pas semblé claires et sur lesquelles vous voulez des précisions, allez-y en commentaire, posez vos questions, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous avez aussi des suggestions pour de prochaines vidéos, des sujets sur lesquels vous voudriez une vidéo sur le freelancing, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'en tiendrai compte pour les prochaines vidéos.